Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de 15 heures. Tout de suite les sommaires. Le chef de l'État, son Excellence Palmar Guelleh, a présidé la 19e séance des conseils des ministres au Palais de la République. Autre nouvelle du pays, Djibouti renforce son bouclier financier contre les circuits illicites. Et enfin, le Maroc offre une tribune africaine dans une ambiance de la Cannes 2025. Bonjour et bienvenue. Sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh s'est tenue la 19e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 décembre 2025. Ont été approuvés et examinés 13 projets de loi. Tout de suite, le porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 16 décembre 2025 la 19e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question. Ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie. Projet de loi portant adoption des comptes financiers du Fonds de garantie de Djibouti pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'exercice 2024 du FOCAD sont arrêtés en produit à 72 206 806 francs Djibouti et en charge à 57 900 352 francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 14 306 454 francs Djibouti. Pour la période 2020 à 2024, le FOGAD a traité au titre de la fenêtre MTPME, MTPMEU, 302 dossiers pour une valeur de 1,152 milliard de francs Djibouti, dont 260 dossiers ont été garantis pour une valeur de 979 millions de francs Djibouti. Le secteur bancaire a traité 185 dossiers pour un montant total de 1,09 milliard de francs Djibouti et 116 dossiers pour la CEPEC de Djibouti pour un montant de 44,4 millions de francs Djibouti. Le FOGAT a également traité des dossiers au titre de la fenêtre logement abordable qui a démarré en juin 2023 et qui bénéficie d'une dotation garantie de 7 millions de dollars états-uniens. Deuxième question, ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office national des eaux, de l'assainissement de Djibouti ONEAD pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti ONEAD au titre de l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 11 568 175 028 francs Djibouti et en charge à 11 409 380 380 francs Djibouti avec un résultat net de 168 794 648 francs Djibouti. Enfin, au cours de l'exercice 2024, l'ONEAD a réalisé des investissements à hauteur de 760 millions de francs Djibouti sur fonds propres et 8,9 milliards de francs Djibouti sur financement extérieur, principalement orientés vers le renforcement des capacités de production et de distribution d'eau. Troisième question, ministère de la Jeunesse et de la Culture. Projet de loi relatif au patrimoine culturel national de la République de Djibouti. Le présent projet de loi est relatif à la protection du patrimoine culturel de la République de Djibouti et s'inscrit dans une dynamique de renforcement et de modernisation de l'arsenal juridique national dédié à la sauvegarde des biens culturels, tant matériels qu'immatériels. Ces projets de loi constituent une réponse structurée et opportune aux profondes mutations du paysage culturel mondial, marquée notamment par une mondialisation effrénée, la prise en compte du patrimoine numérique, mais aussi par la nécessité de renforcer les dispositifs institutionnels afin de mieux protéger notre patrimoine qui risque de plus en plus d'être affecté par la multiplication des atteintes portées aux biens culturels et qui reste convoité par des réseaux de trafic illicites. L'adoption de cette législation vise à instaurer une dynamique de développement durable fondée sur la valorisation de l'héritage culturel national. Quatrième question. Secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Projet de loi
portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANPI, pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'ANPI pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 173 476 645 francs Djibouti et en charge à 192 522 726 francs Djibouti. Par ailleurs, au cours de l'année 2024, l'ANPI a agréé 30 projets d'investissement pour un montant global estimé à 145 millions de dollars américains, soit près de 26 milliards de nos francs, générant environ 5,3 milliards de francs Djibouti de recettes directes et indirectes pour l'État. Cinquième question, secrétariat d'État chargé des sports. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale de promotion du sport pour l'exercice 2023 et 2024. Les comptes financiers de l'ANPS pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 281 381 557 francs Djibouti et en charge à 295 348 857 francs Djibouti. L'exercice 2023 correspond à la première année d'activité complète de l'ANPS, marquée par l'adoption d'un bilan d'ouverture au 1er janvier 2023. Les comptes financiers de l'ANPS pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 298 625 802 francs Djibouti et en charge à 316 489 582 francs Djibouti. Vous retrouverez le second partie dans les prochaines éditions. Autre nouvelle du pays, le ministre de l'économie et des finances a pris part aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de la 17e réunion de reconstitution des ressources de Fonds africains de développement, autrement dit FAD. Organisé à Londres aux côtés du président du groupe de la Banque africaine de développement et 4 autres ministres spécialement invités. Cette rencontre de haut niveau marque l'aboutissement du processus de reconstruction du FAD à travers une session décisive de promesses de reconstruction destinée à mobiliser des ressources substantielles en faveur du développement des pays africains à faible revenu en situation de fragilité. La participation du ministre en qualité d'invité spécial témoigne de l'engagement constant de Djibouti en faveur de la solidarité africaine ainsi que sa détermination à contribuer activement au renforcement des capacités du continent à relever les défis structurels du développement. Cette session à Londres est consacrée à la finalisation des échanges stratégique et politique, à la confirmation des engagements financiers des partenaires ainsi que l'approbation des cadres stratégiques politique du Fonds africain de développement. Elle a également mis en lumière le leadership africain croissant, illustrant ainsi des reconstructions records des pays membres africains, régionaux, anciens et nouveaux, d'une dynamisme de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, soutien et promu à longue date. Le Fonds africain de développement vise également à garantir une allocution efficace, équitable, durable des ressources, avec une attention particulière portée aux pays les plus vulnérables. La Banque centrale à prison a organisé hier un comité de lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme a présenté donc le bilan de cette deuxième année de travail soutenu par le renforcement des dispositifs nationaux. Cette rencontre importante a permis de mesurer le chemin parcouru, d'affirmer la volonté du pays de mieux protéger son système financier. Événement qui a tenu en présence du ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, du président de la Cour suprême, M. Jama' Suleiman Ali, de l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Jérôme Bresson, du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers et autres invités institutionnels. Durant ces 2 dernières années, Djibouti a engagé de travail de fond. Des textes ont été renforcés, des institutions mieux organisées, les responsabilités plus clairement définies. L'objectif étant donc de redonner les moyens de prévenir des risques et de détecter les abus et agir efficacement lorsque ça s'impose. Écoutons donc l'ambassadeur français. Basé sur la capacité ainsi développée à attirer les services portuaires, les échanges de marchandises et surtout les services financiers. Son développement futur, dans les années et décennies qui viennent, passera certainement, notamment, par la poursuite de cette excellente dynamique.
Je vous propose à présent de suivre l'intervention du président de la Banque centrale. Mesdames et messieurs, ce moment est solennel parce qu'il consacre effectivement un effort national. Mais ce moment est également important pour deux choses. D'abord, pour faire le bilan de ce que nous avons vécu ou de ce que nous avons fait pendant ces 2 dernières années, et surtout pour voir l'avenir, et surtout également pour affirmer la nécessité de continuer sur la trajectoire. Mesdames et messieurs, c'est parce qu'il était parfaitement conscient des enjeux qui entouraient le processus d'évaluation mutuelle de Djibouti. Le président djiboutien avait mis en place par décret, en date du 9 août 2023, la cellule de coordination nationale. Mesdames et messieurs, à ce moment-là, le mandat qui nous a été confié à moi et à mes collègues de la cellule de coordination nationale n'avait pas uniquement pour seul but de préparer des échéances. Il visait surtout, et il s'agissait surtout d'installer une méthode à fédérer des institutions et à structurer la coordination. Et à veiller en définitive à ce que notre pays soit en mesure de présenter non seulement des engagements, mais des avancées, des résultats, une trajectoire. Mesdames et messieurs, l'évaluation mutuelle de notre pays s'est inscrite dès le départ dans un contexte difficile, pour ne pas dire stressant. Il s'agissait d'un contexte particulièrement exigeant et nous avons Djibouti a dû, dès le départ, progresser rapidement. Dans un environnement où les attentes internationales étaient très élevées, mesdames et messieurs, la question au fond n'était pas tellement de passer un examen ou une évaluation, mais surtout, le problème central, la question essentielle, était de savoir si nous étions capables de transformer cette exigence en levier de renforcement. Et c'est exactement ce que je souhaite mettre en relief aujourd'hui. La trajectoire de Djibouti est positive parce qu'elle est structurée, parce qu'elle est progressive et surtout parce qu'elle est portée par une mobilisation institutionnelle réelle. Le parcours que nous célébrons aujourd'hui est un jalon stratégique qui s'inscrit dans un cadre plus général poursuivi par les autorités nationales en application du programme de développement du pays, imprimé par la vision 2035 du chef de l'État, son Excellence El-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. La vision et la détermination du chef de l'État a inscrit, comme vous le savez, le destin de Djibouti sur une trajectoire de croissance soutenue au cours des dernières décennies, avec en tête le secteur financier comme composante essentielle de l'appareil économique national. En 2001, comme vous le savez, après les événements malheureux du 11 septembre, Djibouti a érigé un dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, avec l'ambition de l'aligner sur les standards du GAFI. L'adhésion au GAFI Moana en 2018 a donné lieu à un train de réformes accéléré visant à renforcer progressivement le dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'appui du FEXT est intervenu à point nommé pour accompagner l'effort national au cours du processus exigeant de l'exercice de l'évaluation mutuelle du GAFI Moana. En l'espace de 2 ans, le concours du FEXT, conjugué aux efforts déployés par le dispositif national, a donné des résultats tangibles. La stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été mise à jour, renforcée, et des mécanismes de coordination plus efficaces ont été mis en place. Vous venez donc de suivre le président de la Cour suprême, Jama Suleiman Ali, et le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane. À présent, l'allocution du ministre de l'Intérieur, Seynou Hassan, on l'écoute. Ces 2 années de travaux intensifs ont été marquées par des avancées majeures. Notre pays a renforcé son cadre juridique et institutionnel,
afin de garantir la conformité de notre pays avec les normes internationales. Une cartographie nationale des risques a été élaborée, constituant ainsi un outil stratégique essentiel pour identifier les capacités opérationnelles de nos institutions, pour identifier donc et prévenir, ainsi que gérer les vulnérabilités. Par ailleurs, les capacités opérationnelles de nos institutions ont été consolidées, leur permettant de disposer des compétences et des outils nécessaires pour agir efficacement dans le respect des standards internationaux. L'ensemble de ces efforts constitue le socle de la stratégie nationale qui nous conduira vers l'excellence évoquée dans l'intitulé de cet atelier. Mais au-delà des aspects techniques, ce qui distingue véritablement cette période, c'est non seulement l'engagement politique au plus haut niveau, mais surtout la mobilisation exceptionnelle de nos institutions. Tous les acteurs concernés à tous les niveaux ont démontré professionnalisme, rigueur et engagement. Cette coordination exemplaire a permis de transformer les recommandations en actions concrètes et mesurables. Diplomatie à présent, l'ambassadeur djiboutien auprès des Nations Unies a érigé une déclaration que je vais partiellement retranscrire. Djibouti exprime sa profonde reconnaissance au gouvernement et au peuple de la Slovénie pour l'organisation de ce débat crucial sur le leadership pour la paix également. Ce thème rencontre les États membres et l'organisation sur la raison d'être même des Nations Unies en tant qu'institution multilatérale. En période de fragmentation internationale, c'est le leadership qui détermine si la paix progresse ou recule. Il s'agit d'un thème essentiel pour Djibouti et plus largement pour l'Afrique. Il est central que l'Afrique, dans sa lutte visant à réduire, voire mettre fin aux conflits sur notre continent, cette légitimité et cette pertinence continue des Nations Unies au XXIe siècle se joueront en Afrique dans le maintien de la paix a été donc une fois de plus une bouée de sauvetage et parfois une leçon sur la manière de prévenir de l'émergence des conflits avant qu'ils ne dégénèrent en guerre ouverte. La quête d'un multilatéralisme renouvelé et efficace centré sur les Nations Unies renforce n'est ni abstraite ni un simple exercice intellectuel. Pour l'Afrique, en particulier, il s'agit d'une question de survie et de dignité. Pour de nombreuses communautés, surtout en Afrique, la paix signifie l'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins, à la santé, à l'éducation pertinente et des emplois assurant des moyens de subsistance loin des banditismes. Le prochain secrétaire général des Nations Unies devra donc être le partenaire stratégique de l'Afrique dans sa construction d'une paix solide et interconnectée. Nous avons également besoin d'un dirigeant capable de rétablir la confiance et de défendre la charte, de promouvoir le respect du droit international et de placer la dignité humaine au-dessus des considérations politiques et opportunistes. Un bâtisseur de ponts capable de rassembler les intérêts nationaux et des blocs différents au sein de l'organisation autour de grandes questions controversées. Djibouti tient à souligner qu'un profil répondant à ces exigences ne pourra aboutir sans soutien des membres. En particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris les 5 membres permanents dotés du droit de veto. En réalité, le secrétaire général n'est fort que dans la mesure où les États membres souhaitent qu'il le soit. Pleinement conscient de ces initiatives et de la paix qui doit donc suffisamment durer et être financée, l'architecture africaine, la paix et la sécurité a fait ses preuves, mais elle demeure dangereusement sous-financée.
Le nouveau secrétaire général devra également plaider en faveur du financement obligatoire dans les opérations de paix dirigées par l'Union africaine à travers les contributions obligatoires des Nations unies. Enfin, Djibouti souhaite souligner l'importance de la médiation. À cet égard, les enseignements tirés du processus de paix d'Arta en Somalie, qui a conduit à la mise en place d'un dernier cadre de gouvernance depuis l'effondrement de l'État somalien en 1991, en particulier instructif. Le prochain secrétaire général devra également promouvoir de tels modèles inclusifs et adaptés aux contextes locaux qui donnent aux acteurs locaux les moyens d'agir. Djibouti se tient prêt à apporter son soutien, notamment à travers l'Institut de paix d'Arta. Monsieur le Président, pour conclure, l'Afrique n'est pas seulement bénéficiaire de la paix, mais elle est un acteur essentiel. Nous avons besoin d'un partenaire dans cet effort, un partenaire qui conjugue plaidoyer, capacité de rassemblement et vision globale de ce qui requiert la paix afin de progresser les Nations Unies vers leur centenaire. Dans la rubrique éducation à présent, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MEMFOB, en collaboration avec la Fondation Paul Gérard-Lajoie, annonce avec enthousiasme le lancement de la phase interclasse de la 35e édition internationale de la dictée, placée sous le thème les technologies de l'information et de la communication, TIC. Cette étape cruciale du concours réunit 2835 élèves du 5e et 6e provenant des écoles primaires et collèges participants. La phase interclasse qui se déroule dans chaque établissement a pour objectif de sélectionner les élèves les plus performants issus de différentes classes. Cette année, elle ne se limite pas à une simple compétition, mais vise également à renforcer la maîtrise de la langue française. Les élèves retenus dans cette phase auront donc l'honneur de représenter leurs écoles lors des étapes ultérieures du concours, incluant des phases interétablissements, les filiales régionales, la finale nationale, et cumuleront avec la finale internationale à Montréal. Cette série d'étapes permet non seulement de célébrer l'excellence académique afin de favoriser l'échange et l'enrichissement mutuel entre les jeunes participants. Nous encourageons donc tous les établissements à se mobiliser et à mobiliser donc les élèves les plus performants dans l'enrichissement des prochaines étapes de la phase du concours. Et ces 9 classes de 6e, 500 élèves nous allons sélectionner aujourd'hui 5 élèves, 5 meilleurs élèves. Et justement, comme le disent tous mes collègues, après il y aura la phase, locale. Dans la journée du dimanche 14 décembre 2025, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a accueilli la cérémonie de clôture de la formation VPSS, Visit Board, Cheers et Caesar. Cette cérémonie qui s'est tenue en présence du commandant de la garde-côte djiboutienne et du commandant de la base italienne de Djibouti, à Djibouti, marquant ainsi l'achèvement d'un cycle d'instruction rigoureux, essentiel au renforcement des capacités opérationnelles. Cette formation est dispensée par des instructeurs italiens au profit des 17 agents du groupement d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne leur permettra d'acquérir des compétences opérationnelles clés dans le domaine des opérations d'interception et de sécurisation maritime. Reconnue pour son haut niveau d'excellence et d'exigence, la formation VBSS a permis aux stagiaires de développer leurs compétences techniques avancées, les conditions physiques adaptées aux contraintes opérationnelles, ainsi qu'un esprit d'équipe solide. Les différents modules et exercices pratiques ont placé les participants face à des situations complexes exigeant un sang-froid, une réactivité, maîtrise de soi et confiance mutuelle entre l'équipe. La qualification obtenue à l'issue de cette formation constitue une fois de plus une reconnaissance de leur mérite et une marque de confiance qui les engage à présent donc à s'impliquer dans leur travail. Social à présent dans le cadre des projets d'accompagnement du nouveau centre de développement communautaire d'Aliadé. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à travers les régions, en collaboration avec l'association AGCD,
a organisé une session de formation au profit des membres du conseil communautaire du CDC. Cette formation qui se déroulera du 12 au 13, qui s'est déroulée déjà du 12 au 13 décembre 2025 au sein du nouveau CDC de la localité de Ali Adé dans la région d'Ali Sébié. Ces infrastructures modernes seront opérationnelles très prochainement et constituent un espace dédié à l'encadrement et aux épanouissements donc, de leurs occupants. L'objectif de cette formation étant de mieux outiller les membres du conseil communautaire, renforçant leurs compétences dans toutes les matières afin d'assurer les gestions efficaces, inclusives et durables des CDC. La mobilisation de la direction des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture traduit la volonté du département ministériel d'accompagner les CDC nouvellement construits dans les régions de l'intérieur en mettant un accent particulier sur la formation et garantir les jeunes dans la population active. Nous allons donc à Ali Sébié pour les régions à l'occasion de la semaine de la justice. Ali Sébié a reçu le 8 décembre 2025 une équipe élargie du ministère de la Justice, celle-ci regroupée de magistrats, les directrices de la communication et services judiciaires, ainsi qu'un représentant du CNDH pour une représentation de la médiature soulignant la dimension institutionnelle de cette initiative. En présence des hautes autorités de la région, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Bouneita et le président du conseil régional, Charmaki Hassan Al-Ali, ont souligné que cette intervention souligne bien l'importance de l'institution judiciaire à Ali Sébié. Cette journée qui a été marquée par la mobilisation d'un large public venu, nombreux, incluant notamment les chefs traditionnels locaux, autrement dit locaux, les responsables des associations, les femmes et les jeunes. Un débat interactif de haute qualité permettant donc des échanges fructueux a été observé lors de cette rencontre au conseil régional. Très honorée d'être accueillie dans cette magnifique ville d'Ali Sébié. Voilà, comme ça a été dit par mes collègues, nous sommes là aujourd'hui pour expliquer toutes les démarches, toutes les procédures judiciaires. Nous avons un représentant de la CNDH, une représentante de la médiature et nos deux juges magistrats qui vont vous expliquer tout ce que vous voulez savoir. Alors, au nom du ministère de la Justice, j'ouvre cette séance, que le débat commence. Posez toutes les questions que vous voulez, nous sommes là pour répondre. Direction la ville blanche de Tadjoura, une cérémonie d'inauguration a été observée sous l'égide de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Fatma Moussa Abdi, qui a procédé donc à l'inauguration d'un centre communautaire à Dora, à la suite d'une demande formulée par les associations des femmes de la localité relative à la réhabilitation de leur siège. À cette occasion, 5 machines à coudre ainsi qu'un moulin à blé a été remis au comité de gestion communautaire. Ces équipements visant à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires en leur permettant de générer des revenus tout en contribuant au bien-être de la communauté. Les associations ont donc également exprimé plusieurs préoccupations, notamment le manque de salles dédiées à l'apprentissage de la couture, ainsi que des programmes liés à la gestion des ordures, appelant à la mise à disposition des moyens supplémentaires, en particulier en matière de transport pour la collecte des déchets. Après l'inauguration, ce don qui a été offert par la première dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, une distribution de vivres a été organisée au profit de la population de Dora, une aide alimentaire qui a bénéficié à 200 familles de la localité. Écoutons donc l'intervention de la secrétaire générale de l'UNFD. On a remis 5 machines à coudre pour les femmes de CGC de Dora et un moulin à blé pour que les femmes de Dora puissent travailler. Il va servir au groupe de CGC de pouvoir travailler et de pouvoir aider toute la localité de Dora. Elles nous ont demandé maintes fois à ce qu'on puisse leur apporter des kits pour qu'elles puissent travailler. Mais alhamdoulilah rabbil alamin, maintenant la première
dame a pensé à toutes les femmes de la République de Djibouti, présidente de l'UNFD. Elle a même pensé aux femmes de Darra pour qu'elles puissent coudre, parce que ce ne sont pas des machines électriques, c'est des machines à pédales. Donc c'est fait et adapté pour le rural. Les jeunes filles de Darra pourront faire leurs habits, coudre à toute la région de Darra. Et ça, ce sont des AGR qu'on est en train de mettre en place pour que les femmes puissent être autonomes et puissent travailler. Donc c'est un vœu et c'est le souhait de la première dame, son Excellence, Madame Khadra Mohamed Hay. Place aux nouvelles hors du pays. Au Proche-Orient, la défense civile à Gaza appelle une aide internationale urgente à accélérer la récupération des victimes après le cessez-le-feu. La défense donc, de la bande de Gaza a lancé un appel pressant à la communauté internationale afin d'obtenir un soutien immédiat, notamment à l'entrée de bulldozers et d'engins lourds pour accélérer les opérations de récupération des corps encore ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits dans le contexte de l'après-guerre. Alors qu'un cessez-le-feu est actuellement en vigueur. Selon les responsables de la défense civile, ces opérations s'inscrivent dans la phase post-conflit, visant donc à traiter les conséquences humaines et matérielles de cette guerre. À l'heure actuelle, seul un bulldozer est disponible dans la ville de Gaza, ce qui ralentit considérablement les efforts, tandis que les estimations font état de 9500 Palestiniens toujours coincés sous les ruines. C'était dans les titres. Le Maroc, qui s'apprête donc à accueillir une Coupe d'Afrique des Nations 2025 aux multiples dimensions. À moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde des Nations Cannes 2025, Maroc est en effervescence montant dans l'ensemble du royaume où les préparatifs touchent à leur phase finale. Dans les villes hautes, les aménagements sont finalisés et l'ambiance de la compétition s'installe progressivement, donc en reflétant l'enthousiasme populaire autour de cet événement. Selon la communauté de l'organisation, les autorités marocaines, la CAN 2025 est conçue comme un rendez-vous qui va bien au-delà du football. L'événement constitue donc une vitrine de mettre en avant les capacités du Maroc à organiser de grandes manifestations internationales, la qualité de ses infrastructures sportives et de transport, ainsi que son savoir-faire en matière d'accueil et de logistique. Conformément donc aux standards de la Fédération africaine de football, la CAF. Ce sera tout. C'est l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le journal de l'information.